comme l'a introduit Sabrina tout à l'heure, je vais vous présenter le projet de confortement de rempart sur lequel j'ai travaillé. En premier lieu, je voudrais remercier Stéphane Bria de Fondasol pour sa contribution importante de données et d'illustrations pour cette présentation. Donc, tout d'abord, le sommaire de la présentation qui va s'articuler en 5 parties. En premier lieu, la présentation des projets. Nous expliciterons ensuite la solution technique de confortement qui a été retenue et pourquoi on a choisi celle-là. Le principe de modélisation utilisé pour calculer tous les ouvrages sera détaillé dans une 3e partie. Et nous présenterons enfin les contraintes d'exécution auxquelles nous avons dû faire face sur ce projet avant de passer à la conclusion. Donc en premier, pour vous mettre un peu dans le contexte, le projet il se situe sur la commune de Montbrison, située dans le département de la Loire. Cette commune, c'est une ville fortifiée qui présente différents remparts. Pour commencer, une petite pause historique. Au XIIe siècle, Montbrison ne possédait qu'un seul rempart, qui est présenté en rouge ici. Il entourait le château situé en haut d'une butte, c'est ce qu'on voit là. Au XIIIe siècle, une 2e enceinte de rempart a été construite, c'est celle qui est en bleu ici, présentée ici. Durant la période moderne, une fois que l'aspect défensif du rempart n'était plus nécessaire, les constructions qui étaient présentes ici ont été détruites et l'espace intramuros, donc ici, a été remblayé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la situation actuelle où le terrain naturel il est situé au niveau du haut du rempart. C'est typiquement un cas où les poussées derrière le sol ont été modifiées. Maintenant, quelles observations ont mené à ce projet de confortement? Donc, tout d'abord, le fait que les remparts, à la base, ils n'étaient pas conçus pour soutenir le remblai qui a été ajouté derrière. Et l'autre sujet, c'est qu'en haut de ce rempart se tient un collège avec sa cour d'école. Donc là, c'est la localisation du collège. Du coup, l'enjeu, il est évidemment très important. Le linéaire étudié dans le cadre de notre projet, ça a été le linéaire qui est en rouge en gras. Donc, il est constitué de 4 tours reliées par des murs de rempart. Donc, maintenant, je vais vous présenter les désordres qui ont été observés. Tout d'abord, les déplacements des remparts. Donc, ceux-ci ont été suivis par lasergrammétrie. Vous avez un extrait des sorties sur le diapo. Donc, sur certaines zones, on a eu des augmentations allant jusqu'à 6,5 cm depuis 2015. Donc, c'est les zones qui sont en bleu. Donc, on voit que c'est quand même pas mal d'endroits. Deuxième type de désordre observé, c'est les fissurations importantes et les détériorations des murs de rempart avec le temps. Ici, je vous mets un exemple de relevé du rempart qui avait été fait pendant la phase conception. On voit des fissures, on voit des effondrements de murs, on voit que le mur, de façon générale, il est très détérioré. Enfin, au niveau des tours, il y a un risque important de rupture. On voit que celle-ci, elle s'éventre avec différents indices. Donc, un bombement des tours visible, on peut voir ici, et puis là. Et la présence de fissures sur la génératrice orientale de chaque tour, donc comme visible ici, et puis ici. Pour récapituler, nous sommes devant un rempart de 116 mètres de long avec 6 à 10 mètres de haut et qui menace de s'effondrer. Des reconstructions sommaires, comme présentées ici, avec des confortements provisoires, ont été mis en place pour freiner la progression. Il n'empêche que, avant le projet, 100% des tours et 50% des murs étaient en l'état, suivant la notation de CETRA qui vous a été présentée juste avant, des ouvrages dont la structure est gravement altérée et qui nécessitent des travaux de réparation urgents. En plus de ça, l'enjeu est très important, puisqu'il s'agit de prévenir de l'effondrement du rempart devant le collège et sa cour d'école qui sont ici, sur le boulevard et puis les habitations qui sont juste en dessous. Il y a donc nécessité d'un confortement urgent. Mais un confortement de ce type d'ouvrage, ça présente plusieurs contraintes. Donc, pour choisir la solution de confortement, il faut les intégrer. Donc, tout d'abord, la solution, elle doit être en accord avec les exigences des architectes des bâtiments de France et de la direction régionale des affaires culturelles. Il y a également une volonté de mise en valeur finale du monument par la mairie.
une nécessité de continuer à utiliser la cour d'école dans le futur. Et enfin, le rempart, contrairement à un soutènement classique, ne possède pas de fondation, ce qui rend impossible la réalisation de tirants obliques par défaut de portance. À partir de toutes ces contraintes, une solution a été définie par Fondasol. En exécution, on est resté sur la solution de base définie en adaptant uniquement pour des raisons de contraintes d'exécution. Donc tout d'abord, pour la zone des murs rectilignes de rempart, donc la solution, elle consistait en la réalisation de contreforts en colonnes séquentes de jet grouting diamètre 1,30 m. Ces colonnes, en définitive, elles sont dissimulées dans la terrasse amont de façon à ce qu'on puisse continuer à utiliser, en définitive, la cour d'école qui sera au-dessus. Ensuite, les murs de rempart, ils seront liaisonnés au contrefort via des tirants subhorizontaux. Les platines extérieures de ces tirants, elles seront dissimulées dans l'épaisseur des murs de moellon pour que le confortement il soit invisible en définitive. Maintenant, au niveau des tours. La solution, elle est similaire à celle pour les murs, sauf qu'en plus, on rajoute des cerclages métalliques tout autour des tours. Donc, ces cerclages métalliques, ils sont fixés en extrémité à un tirant subhorizontal qui lui-même est ancré dans les contreforts en jet grouting. De la même façon que pour les platines de tirant, les cerclages métalliques, ils seront dissimulés dans l'épaisseur du mur de moellon pour que le confortement soit invisible en définitif. Au niveau d'une des tours, on avait également un déchaussement. La solution de base était une reprise en sous-œuvre. Elle a été variantée par la réalisation d'une longrine à la base de la tour, suivant le rempart naturel, et la mise en place de tirants d'ancrage permanents subhorizontaux scellés dans les terrains. Donc cette solution, elle permet de mieux bloquer le pied du mur que les micro-pieux initialement prévus qui auraient travaillé en flexion. Donc, je vous montre ici une vue en plan et une élévation globale du projet avec les colonnes de jets, qu'on voit ici, et les tirants qui viennent s'ancrer dedans. On voit les 17 contreforts en colonnes de jets avec les tirants associés pour stabiliser à la fois donc, les zones avec les tours et puis les remparts partie linéaire. Je vous montre également un zoom au niveau d'une tour pour que vous ayez bien le détail. Donc, en fait, au niveau des tours, donc, on avait des cerclages métalliques fixés aux tirants en extrémité qui eux-mêmes étaient ancrés dans les contreforts réalisés préalablement en colonne de jet grouting. Les acteurs principaux sur le projet. Donc le maître d'ouvrage, tout d'abord, la ville de Montbrison et ses services techniques. La maîtrise d'œuvre géotechnique DP1G et Fondasol, en particulier Stéphane Bria avec qui on a travaillé. La maîtrise d'œuvre Perspective Patrimoine et Atelier du Galtaz. Et en entreprise Bot Fondation avec l'intervention de différentes filiales de Vinci, Structure Géotechniques, Cofex et l'entreprise Compte. Pour assurer la vérification des différents constituants de l'ouvrage, un modèle Plaxis 3D a été réalisé par Structure Géotechniques. Donc, le calcul il a été réalisé sur une tranche représentative constituée d'une tour, voilà ici, et de 2 demi-travées de murs de part et d'autre. Là, c'est la vue des modèles, que vous ayez une idée. L'objectif de ce Plaxis 3D, c'est de sortir les sollicitations dans les différents constituants de l'ouvrage, donc les contraintes dans les colonnes de jets, les efforts dans les tirants, dans chaque type de tirant, les efforts dans les cerces et les contraintes dans la maçonnerie pour vérifier que tout se passe bien. Le second objectif de ce modèle Plaxis 3D, c'est évidemment de vérifier la stabilité globale du projet, et cela pour une situation statique et une situation sismique aussi, puisqu'on est en zone sismique à Montbrison.
Une des grosses difficultés sur le projet, ça a été la conception et le calcul des cerclages définitifs et de leurs assemblages. Tout d'abord, le cerclage inox définitif. Pour rappel, ce cerclage, il est inséré dans les moellons en définitif. Cela implique deux problématiques. Tout d'abord, première problématique, lors de sa dilatation, il ne faut pas que le cerclage ne pousse radialement comme ça et ne déchausse des moellons. Nous avons donc calculé le déplacement lié à la dilatation du cerclage avec le logiciel Gretec et prévu un vide suffisant entre le cerclage et les moellons extérieurs de façon à ne pas les déchausser dans le futur. Nous avons également évidemment ajouté les efforts obtenus par cette modélisation aux efforts issus de Plaxis pour le dimensionnement des cerclages. La deuxième problématique, c'est que les tours, elles n'ont pas une forme d'arc de cercle. Il a donc fallu en tenir compte lors des études en prévoyant des plats pas trop épais qui puissent être pliés et adaptés à la forme exacte de la tour afin d'être cachés sous les moellons en définitif. Donc là, je vous ai montré deux extraits de cerclage sur deux tours différentes. Donc vous voyez bien que les formes, elles sont ni régulières ni les mêmes partout, y compris malheureusement sur les différents niveaux de cerclage d'une même tour, du fait des bombements, etc. De la même façon, il fallait que le cerclage soit rattaché au tirant en extrémité et que le tout soit caché en définitive dans la tour. Pour cela, nous avons conçu une tête d'ancrage spéciale donc, qui est présentée ici. Des détails spécifiques ont été étudiés en extrémité de chaque tour pour chaque niveau de cerclage. Donc là, je vous ai présenté deux exemples de détails. Cette étude, elle nous a permis d'intégrer une des contraintes d'exécution principales, qui est l'angle de réalisation des tirs en compte, qui est lui-même contraint par l'encombrement de la tour. On ne pouvait pas faire l'angle de tirant qu'on voulait. Nous avons finalement convergé vers une solution permettant d'avoir une tête d'ancrage spéciale unique qui était adaptable via un écrou sphérique disposé là en extrémité du tirant. Ça nous a permis de nous adapter à chaque situation. Nous avons également défini dans chaque cas les engravures nécessaires au forage et camouflage de la tête de tirant en définitif. Voilà, là, c'est les engravures qui ont été définies et qui pouvaient être très différentes selon les tours. Donc ici, la tête d'ancrage spéciale, pour la calculer, on a utilisé le logiciel Gretec également. Donc, une autre des contraintes importantes de cette tête d'ancrage spéciale est le fait qu'elle fait le lien entre le cerclage qui est en inox et la tête de tirant qui est en acier carbone. Donc à la liaison entre ces deux aciers, on a un risque de corrosion galvanique. Donc à la liaison qui se fait par couvre-joint ici, on a mis entre chaque métal des plaques de téflon. C'est ce que j'ai représenté ici en vert. Maintenant, je vous propose de nous attarder un peu plus sur les problèmes d'exécution auxquels nous avons dû faire face. Donc tout d'abord, sur le jet routing. En premier lieu, un plot d'essai a été réalisé pour valider le processus d'injection en découvrant le haut des têtes des colonnes de jet. En plus de ça, un essai d'impédance mécanique avec mesure du profil de diamètre par analyse indirecte a été réalisé. Comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, les colonnes, elles sont tout juste tangentes. Donc suite à ce plot d'essai, les paramètres de forage ont été adaptés pour assurer que les colonnes seraient bien séquentes en définitif. Lors des opérations de jetting, le comportement du rempart, il a été ausculté en continu par robot. Je vous ai mis ici le plan d'implantation des auscultations. Voilà, c'est quand même un truc assez lourd. Donc cette surveillance en continu, elle nous a permis de nous adapter. Parce que effectivement, lors de la réalisation de certaines colonnes, on a vu un déplacement des remparts important.
On a proposé donc une adaptation qui consistait à diminuer la pression du jetting dans la colonne la plus proche du rempart, ce qui revient à faire une petite colonne pour la première colonne. Et en plus de cela, à espacer le contrefort encore plus du rempart. Donc cette solution, elle a évidemment été validée par un recalcul. En ce qui concerne les tirants, les contraintes d'exécution étaient très importantes. En effet, les tirants, ils devaient être réalisés très précisément pour bien s'ancrer dans les colonnes de jet à l'arrière. Tout cela pour des tirants qui pouvaient être jusqu'à 6 mètres au-dessus du sol, avec au niveau des tours un encombrement important. Du coup, les contraintes de réalisation, elles ont été intégrées dès la phase d'étude pour positionner les tirants. Et la position des tirants, bah forcément, elle jouait sur l'implantation des colonnes de jet. Au niveau des colonnes des tours, de petites colonnes ont été rajoutées, donc c'est celles qui sont présentées ici, pour augmenter les surfaces de remordu et tenir compte de la plus grande tolérance d'exécution de ces tirants particuliers. Ensuite, en phase d'exécution, pour augmenter la précision, un carottage précis à la tangence des tours a été réalisé. On voit ici sur l'image. Ensuite, le mât de la foreuse a été orienté au sol, en azimut et en inclinaison, puis une visée laser a été utilisée pour positionner correctement le mât de la foreuse à la hauteur nécessaire avec l'orientation qui avait été préétablie au sol. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Dans la continuité, les tirants ils ont été forés et équipés, toujours dans des conditions difficiles et acrobatiques, comme on voit sur les photos. Donc là, ici, c'est un forage de tirants, et ici, un équipement de tirants. Voilà, on voit que c'est haut, c'est acrobatique. La pose des cerclages des tours, ils ont été réalisés sur échafaudage. Donc là, je vous ai mis une photo des échafaudages qui ont été montés. Comme on le voit ici sur les photos, des engravures, donc c'est ici, des engravures ont été effectuées pour noyer les cerces en définitive dans le mur en moellon. Celles-ci, elles sont de l'épaisseur dimensionnée pour ne pas risquer de déchausser les moellons lors des épisodes de dilatation, comme on en a parlé précédemment. Les têtes spéciales ont été assemblées au tirant préalablement scellé dans les contreforts. Donc c'est ce qu'on voit sur cette photo ici, la tête spéciale avec le tirant assemblé. Ensuite, les cerces en acier et inox ont été raccordées aux têtes spéciales par couvre-joint avec les plaques en téflon entre les deux. Pour finir, l'ensemble des moellons ont été reposés et rejointoyés. On a fait le tour des différentes problématiques d'exécution, ce qui nous permet de conclure. Parce que parfois, les images valent mieux que les mots. Je vous présente des avant-après de cette réflexion. Donc, on est passé d'un ouvrage vieillissant et rafistolé, comme on voit ici, à un monument mettant en valeur le passé historique de la ville. Donc, l'exigence principale du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre présentée en début de cette présentation a été respectée. Je pense qu'on peut dire que la réflexion a bien permis de redonner l'intégrité visuelle du monument. Je vous montre une vue un peu plus globale. Donc ça, c'était avant et après la réflexion. Ça change beaucoup de l'état d'origine. Si vous vous rappelez de toutes les fissures, effondrements que je vous avais présentés au début du diapo. Et une vue également, vue du ciel, donc, avant et après. Je vous remercie beaucoup de votre